Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Trouve ta place. J'ai aujourd'hui la chance et le privilège de recevoir mon amie Sophie Reiss. Merci Sophie d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est jour de fête. C'est très cool. Sophie et moi, puis à chaque début de podcast, je donne souvent comment j'ai rencontré la personne. Sophie et moi, on s'est rencontrés parce qu'on évolue tous les deux dans l'écosystème entrepreneurial. Gros coup de cœur, je pense, mutuel. Gros c'est coup clair. de cœur mutuel. Puis, j'avais été super intéressée, en fait, par ton histoire. Puis là, bon, on parle de presque 10 ans, là, si, oui. tu sais, peut-être un petit peu moins, peut-être plus 7, là, mais quand même, à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que tu avais changé d'un univers, là, puis on va en discuter tous les deux. Là. J'admire, puis c'est pour ça que le podcast Trouve ta place existe, là, j'admire les gens qui suivent leur cœur puis qui font des changements, même parfois impopulaires ou peu communs, tu sais, que les gens autour disent, ben voyons, Sophie, tu vas pas faire ça, là, j'ai une grosse job. Ouais. Fait que quand on s'était connus tous les deux, j'avais déjà comme cliqué là-dessus en mode, ah oui, OK, tu sais, comme se choisir avant. Ouais. Avant l'extérieur, avant le travail, avant le salaire, avant ce qui nous remplit plus. Fait que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Fait que je fais un pas de recul. Dis-moi, Sophie, dans quoi tu as étudié quand tu es sortie, mettons, du secondaire, cégep? Qu'est-ce que tu as fait? Bien, moi, mon grand rêve, c'était de travailler dans les communications. Donc, moi, j'ai fait un cégep en com, puis après ça, je suis partie à l'université. J'ai commencé par les relations publiques, publicité, com. Donc, c'était vraiment ça qui m'animait. Au début, je voulais être devant la caméra, mais j'ai vite eu la passion puis surtout la curiosité pour qu'est-ce qui se faisait derrière. Fait que c'est pour ça que le côté, tu sais, relations publiques, attacher des ficelles, créer des liens, c'était vraiment ce qui m'animait. Puis c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière aussi, là. Exact. Puis quand on s'est connus, l'histoire que tu Ouais. me racontais, c'est que tu as travaillé pour Vidéotron, qui Oui. est un grand télécom ici au Québec. Là, Oui. on a certaines personnes qui nous écoutent en France, entre autres. Ça se passe bien, en fait, d'emblée, rapidement, tu gravis les échelons. Parle-moi un peu de ces années-là chez Vidéotron. Tu as été là combien de temps? J'ai été là plus de 8 ans, mais avant ça, j'étais chez Rogers aussi. Donc, ma période de télécommunication, si j'inclus aussi le temps en agence de pub, parce qu'avant ça, je travaillais en agence de pub, mais toujours dans des clients, soit en technologie ou en innovation, donc toujours dans la transformation des façons de faire. On était dans le début des années 2000, là où est-ce qu'on apprenait aux gens à envoyer des textos. Là. Donc, juste pour situer, là, on n'est pas du tout dans l'ère de l'intelligence artificielle. On était plutôt dans l'ère de je prends une Nokia bleue et j'appuie 3 fois sur une touche pour écrire la lettre E. OK? C'était vraiment plus ça. Donc, moi, je suis un peu, c'est ça, ce qu'on appelle un bébé de la telco. Donc, j'ai embarqué dans cette première vague qui faisait les choses un peu différemment, puis qui allait même, ne serait-ce que faire de la publicité, qui était très traditionnelle à l'époque, mais de façon plus créative, donc vraiment en agence de pub, ce qui m'a amené justement après ça chez Rogers en événementiel, tout ce qui était commandite aussi, donc lié à la marque, à l'interne. Et c'est après que j'ai fait le saut chez Vidéotron où j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir parce que, dans le fond, tout ce qui ne tombait pas dans les opérations dites courantes de l'entreprise tombait généralement dans ma cour. Donc, je m'occupais, oui, de la convergence, mais je m'occupais aussi justement de, c'est ça, tous les partenariats. Puis c'est là que je me suis vraiment rendu compte au fil de ce parcours-là, puis surtout à la fin, lorsque j'ai regardé dans le rétroviseur, que ce qui m'animait chez Vidéotron, c'était pas de mettre mon logo un peu partout ou de signer tel deal, c'était de permettre aux gens de réaliser leurs rêves. Parce que, en guillemets, ce que moi, cette entreprise-là m'amenait, c'était ce pouvoir, en fait, d'avoir un impact sur le promoteur de l'événement qui voulait rendre son festival encore plus extraordinaire, au festivalier qui bonifiait son expérience, ou ne serait-ce qu'à l'organisme qu'on soutenait de pouvoir pallier à sa mission. Donc, au bout du compte, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai connu une structure aussi qui était
très corporative aussi, avec ses beaux avantages aussi, parce qu'on était dans les bonnes années là, où ça décollait et tout ça, puis on était en grand boom. On a lancé aussi à l'époque Vidéotron Mobile, donc tout le service mobile, de là aussi pourquoi j'ai joint les rangs, c'est parce que j'avais déjà cette expérience-là en mobile. Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. On avait une super belle équipe. Je suis même encore en contact avec beaucoup de ces anciens collègues-là qui sont mes meilleurs amis maintenant. Mais en 2016, je me suis quand même posé la question, et une question en fait fondamentale qui se résume en un mot, qui était pourquoi, en fait. Pourquoi je faisais tout ça? Pourquoi? Tu sais, c'est un peu peut-être une crise de quarantaine avant le temps, là, tu sais, que certains diront. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire pour les 15 autres prochaines années de ma vie? Et encore là, est-ce que mes compétences puis mes habiletés que j'ai été en mesure de pouvoir développer dans ces postes-là de haut niveau, on va se le dire, est-ce que je peux les transférer à quelque chose d'autre qui va peut-être être un petit peu plus proche de mes valeurs puis qui va créer un impact peut-être un peu plus circonscrit, plus tangible? Puis c'est la question vraiment que je me suis posée en 2016. Puis en parallèle de ça, tu voyages beaucoup, là, on n'en a pas Oui, parlé, on en avait parlé ensemble la première fois qu'on s'est ouais. rencontrés. Tu as même écrit un livre sur les parents voyageurs qui est best-seller ici Ouais. au Québec, même en France. Ouais, C'est en fait, comme, partout dans la francophonie, c'est le numéro un. fait que c'est extraordinaire. Fait que Ouais, est-ce que cette vie-là de je veux voyager ouais. venait un peu aussi en conflit avec l'emploi corporatif, là, dans lequel il y a Ouais. parfois un certain cadre? J'arrivais quand même bien à arrimer les 2. Ça, je dois avouer que ma créativité vacancière était pas mal forte chez Vidéotron, puis j'en fais des blagues parce que mes anciens collègues vont rire, là. Mais oui, même en fait, même au début, parce que j'ai eu ma fille en 2012, mais j'ai continué jusqu'en 2016 à être en emploi, fait que j'ai pu jongler sur le voyage en famille avec les contraintes corporatives, tu sais. Mhm. Mais ce qu'il faut dire dans mon histoire, c'est que j'ai bénéficié de mes 2 congés de maternité pour partir à l'aventure avec mes enfants. Donc, c'est vraiment Mm. ça. Donc, moi, quand je partais, là, justement, parce que j'ai toujours, oui, voyagé depuis que j'étais petite, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, tu sais, du plus profond de mon feu intérieur, c'est d'aller vers l'autre, cette curiosité-là, de voyager le monde. C'est vraiment ce qui fait de moi une meilleure personne, à mon sens. C'est beaucoup ces Oui. fondements que j'ai développés à travers le monde et tout ça. Euh, mais ça reste que je n'avais jamais eu l'occasion de faire un peu comme les gens que je croisais en Asie, en Afrique, tu sais, avec des dreads, là, puis tu pars pour combien de temps, je ne le sais pas. Tu sais, où tu Ouais. t'en vas, je ne le sais pas. Puis j'avais envie d'être eux, tu sais, mais d'un côté, moi, je ne pouvais pas, Mm. il fallait que je retourne dans mon bureau, tu sais, puis je ne pouvais pas être eux. Fait que finalement, dans mes 2 congés de maternité, j'ai bénéficié de ce temps-là qui était précieux pour partir justement 2 mois en Asie, 1 mois en Europe, plusieurs fois en Amérique du Sud. Donc, bref, j'ai voyagé énormément avec Oui. mes enfants dans les 2 cas, dans ces 2 années-là. Bon, j'ai jamais eu de dreads, on s'entend. Puis j'ai toujours eu un billet de retour, mais ça Mm. reste que j'ai pu assouvir cette passion-là. Et bien, en fait, quand j'ai eu ma grande raison du pourquoi, puis quand je parlais tantôt de de mes compétences, mes connaissances, ce que j'ai été chercher dans mon petit baluchon de bagages de vie, Oui. ben, j'ai réalisé que partout à travers le monde, il y avait des enfants qui voyageaient, il y a des enfants qui vivaient, il y a des enfants qui, tu sais, qui mangeaient. Tu sais, je veux dire, il y a une vie aussi Oui. de voyager en famille. Puis souvent au Partout. Québec, on avait, surtout en 2012, 2013, en tout cas, quand moi j'ai eu ma fille, je trouve que les mentalités ont quand même déjà évolué en 10 ans, là, mais il y avait Oui. vraiment beaucoup de contraintes. Tu sais, moi, je me faisais dire, oh my God, tu es enceinte, ta vie est finie, tu ne pourras plus jamais Ah, voyager, aller tellement. à tel endroit. Puis là, je me Oui. dis, mais voyons, c'est impossible parce que moi, j'en vois là, des familles qui voyagent partout à travers le monde. Et je me suis dit, mais comme dans toute chose, souvent, lorsqu'on a peur, c'est par méconnaissance et par manque d'outils. Donc, je Vraiment. me suis dit, pourquoi ne pas prendre ce Mm. bagage-là et de créer des outils pour accompagner, en fait, pour outiller les parents basés sur une recherche, basée sur tu sais, leur faciliter l'accès à l'information finalement pour qu'ils se sentent beaucoup plus outillés puis prêts à partir à l'aventure avec leurs enfants. Et c'est là que j'ai créé le premier site de référence pour parents voyageurs qui est babyjetlag.com, qui est, en fait, Baby Jetlag, c'est le surnom de mon fils quand on était en décalage horaire un peu partout à travers le monde, puis je le promenais à 3 heures du matin. Fait que c'est comme ça que Exact. ça a commencé, tu sais. Je comprends ça. Et c'était vraiment juste, en fait, presque un site pour répondre à mes propres besoins parce que j'étais juste tannée de répéter toujours les mêmes affaires. Fait que je me dis, en l'écrivant une fois pour toutes, ça va être réglé. Puis après ça, c'est là où est-ce que j'ai commencé à donner des conférences dans ma cuisine la fin de semaine parce que la demande était là. Puis là, je me disais, écoute, vous êtes 3, bien, venez-vous-en, on va prendre un café.
Puis là, ça finissait juste comme plus. Et c'est au même moment où est-ce que la maison d'édition m'a approchée pour écrire le guide des parents voyageurs parce qu'ils se sont dit, mais attends, il y a tellement d'informations sur babyjetlag.com, il faut en faire un Un livre. guide, oui. Un guide. Donc, c'est là que c'est devenu le guide le plus complet dans la francophonie. Ça a été lancé en 2018 déjà. Ça va faire C'est fou, presque hein? 5 ans. Oui, exactement. Puis il est toujours à jour parce qu'on a toujours des réimpressions. Donc, là, il y a même une réédition qui s'en vient. Là. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est de se dire, mais comment justement, créativement, on peut prendre ou en tout cas, du moins, voir quels sont les besoins puis en créer des opportunités. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est parce que les gens avaient tendance à aller vers toi. Tu sais, moi, j'ai eu Oui, le relais en 2004, j'avais 22 ans. On a voyagé à chaque année d'aussi loin que je me rappelle, des semaines, des fois des mois. Puis, tu sais, les gens me disaient, mais voyons, comment tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Comment ça marche? Puis moi, j'avais déjà une petite base, là. Mes parents sont français, fait qu'on allait chez mes grands-parents aux années ou aux 2 ans. Puis quand Lorelai était toute petite, mes grands-parents étaient encore là. Fait qu'il était hors de question pour moi de ne pas y aller. Puis la France est tellement un tremplin extraordinaire pour aller partout ailleurs tout parce à que tout fait. se fait facilement. Fait que là, tu sais, c'était la France, l'Espagne, la France, l'Angleterre, la France, tu sais, comme. Fait que c'est Oui. devenu un peu ça, mais quand mes amis ont commencé à avoir des enfants quasiment 10 ans plus tard, alors que moi, j'avais Joshua, bien là, je suis devenue moi aussi la référence en mode ah, on a beaucoup voyagé, on est allé en Thaïlande, mais ensemble, puis là, il y a des choses qu'on ferait différemment avec les enfants. Ben, puis c'est souvent l'absence de contrôle que le voyage amène à certains Oui. égards qui insécurise les parents de le vivre avec les enfants. Parce que c'est une chose de penser se mettre en danger nous-mêmes, mais là, s'ils ont l'impression qu'ils mettent en danger leur progéniture, bien là, ils deviennent plus frileux, puis c'est correct. Après, il faut juste comme réaliser que tu peux faire les choses de manière comme sécuritaire et C'est voir le clair. monde, là. Moi, j'ai des Oui. chums maintenant qui font, tu sais, qui sont partis depuis. Ils devaient partir 2 ans, ça doit faire 3 ans et demi qu'ils sont partis, puis je suis pas sûre qu'ils vont revenir. Tu sais, à Wow. part Ben, pour j'ai venir nous dire salué. allô, là. J'ai Mais, salué, j'ai salué. Mais tu sais, souvent, je dis, là, chez nous, c'est l'ailleurs de quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, il faut aussi se exact. rendre compte que notre milieu n'est pas unique non plus. Puis souvent, on a peur de l'ailleurs, mais il faut pas oublier que l'ailleurs aussi a peut-être peur de ce qu'on fait ici. Puis ce qu'on fait, dans le fond, notre façon de faire n'est pas unique. Puis ça, c'est bon dans tout. Tu sais, c'est une Ah, réflexion à exact. avoir, en fait, dans tous les domaines. Là. Notre façon de faire n'est pas unique non plus. Puis c'est pas ce que. Parce que nous, tu sais, la vérité, tu sais, notre vérité n'est peut-être pas non plus la vérité aussi. Puis il y a plein de Ah, façons tellement. d'arriver à nos buts. Puis c'est tous des beaux apprentissages comme ça que le voyage, puis éventuellement le voyage en famille m'a amené. Et je me dis, ben justement, tu sais, moi, tu sais, en guillemets, ce que je dis à la blague, je me fous d'être la spécialiste en poussette de voyage. C'est pas ça mon plan, là. Moi, mon plus grand rêve avec ce projet-là, en fait, je me dis, mais plus les gens vont voyager, plus ils vont s'ouvrir sur le monde, plus ils vont être curieux, plus Plus justement ça ils va être vont riche. aller Ça, c'est voir clair. ailleurs, oui, puis plus collectivement, on va être des meilleurs humains, des meilleurs citoyens, des meilleurs Vraiment. collègues, des meilleurs. Tu sais, c'est ça ma Tout vision, à c'est ça fait. qui L'ouverture, la m'anime. curiosité, vraiment. Tu Oui, sais, moi, je dis souvent aux gens, une des choses que le voyage m'apprend à chaque fois, là, tu sais, c'est notre relation au temps. Les gens n'ont oui, aucune idée à quel point le temps a comme une préséance ici quand tu n'as pas voyagé ailleurs, là. Tu sais, moi, j'ai hey, commencé à travailler en événementiel, en musique du monde, puis avec tu sais, avec une vision d'ici. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi demain? Tu sais, quand ils disent demain, eux autres, c'est demain, là. Demain, c'est entre oui, le lever du jour et le coucher du soleil, là. Ça va se produire, mais tu sais pas. Fait que quand tu es un peu anxieux, tu sais, quand ça te oui. rend anxieux de te dire ah, à quelle heure, mais tu sais, moi, il fallait que j'y lève le matin pour aller à des entrevues pour Radio Cannes, là, puis il était comme non, mais on fera ça tantôt. Non, non, ici, tu peux pas faire ça tantôt, là. Ils t'attendent à 6h15, tu n'arrives pas comme à 4 heures l'après-midi. Fait que là, il riait. Mais il était comme, ouais, mais je comprends que vous soyez stressé de même. Puis, tu sais, les voyages accumulés ont fait que, tu sais, comme, il y a une grande proportion de la planète Terre qui a une relation au temps qui est très, très différente de la nôtre. Et, tu sais, comme, c'est des choses comme ça, moi, qui me Ouais. fascinent. Puis, il y a plein de fois où est-ce que je me dis, ailleurs, ils l'ont tellement l'affaire Hein? comparativement à nous sur plein de choses. Et il y a des choses sur lesquelles, tu sais, parce que quand je dis ça, des fois, les gens me disent, ouais, mais crime, ici aussi, c'est bien. Oui, ici aussi, c'est bien. Il y a des choses exceptionnelles ici, mais il y a des choses exceptionnelles ailleurs. Si on pouvait créer un univers où on prend l'exceptionnel de partout, ça serait donc merveilleux, tu Ah! sais. En tout cas, je postule clairement pour habiter à cet endroit-là, mais c'est drôle que tu parles de la notion du temps parce qu'il y a une conférence que je donne qui est développée ses capacités humaines, un voyage à la fois, et je parle d'une anecdote qui, pour moi, a été marquante. J'étais dans une tribu en Bérac, dans le fond du Panama.
c'est vraiment comment je me suis ramassée là, en fait, pour faire une histoire courte. J'ai réussi à avoir une connexion avec une femme qui travaillait chez National Geographic qui a finalement tombé en amour lors d'un tournage avec le chef de cette tribu-là. Fait que bref, en tout cas, regarde, faire une histoire courte, je me suis ramassée là avec 2 enfants en bas de, dans ce cas-là, 4 ans, je pense. Il y avait 2 puis 4 ans, quelque chose comme ça, où est-ce qu'on a passé plus de 24 heures. En fait, sur Baby Jetlag, j'ai même une vidéo que j'ai comme mixée vraiment dans vraiment une vraie tribu, là. Les femmes au seins nus, tout le monde marchait pieds nus, vraiment, c'était vraiment particulier. Et bien, elle, on était comme dans sa belle famille, fait qu'elle nous a donné finalement une espèce pas de hutte, même pas, c'était tout simplement une espèce de comment je pourrais dire, comme un genre simplement une plateforme, en fait, surélevée, je te dirais à peu près à 2 mètres de haut, où est-ce qu'on couchait là, puis on mangeait là. Il n'y avait pas de ils nous ont même pas installé un filet. On a comme fini par patenter quelque chose. On dormait par terre avec les 4 enfants et tout ça. Et ben moi, j'essayais de comprendre un petit peu c'était quoi le beat de la communauté, et j'ai posé la question parce qu'il y en avait un qui parlait un peu anglais. J'ai dit à quelle heure vous mangez, Et là, il m'a regardé en disant, mais quelle question complètement niaiseuse, À quelle heure vous mangez? Exactement! C'est ça qu'il m'a répondu. Il dit, ben non, mais vous mangez quand vous avez faim, là. Et là, une autre question que j'ai posée. Oui, puis là, tu dis, c'est bien brillant, c'est logique, bien brillant. Et là, un peu plus tard, juste par réflexe, je me pose la même question. J'ai dit, à quelle heure vous vous couchez? Parce que ça reste qu'on est avec le beat du soleil et tout ça. Puis il y a aussi quand même, exemple, il y avait une évasion de grenouilles. Donc, il fallait quand même qu'on time ça avec le coucher du soleil pour pas qu'on piétine les grenouilles si jamais on veut aller aux toilettes. En tout cas, bref, il y avait quand même une certaine logique. Quand même. Je pensais que ma question était légitime. Et j'ai posé la question, à quelle heure vous vous couchez normalement? Et il m'a servi la même réponse. Il m'a regardé avec le même visage en disant, mais cette femme est d'où? De quelle planète elle arrive? Et là, il m'a répondu, je sais quand vous êtes fatigué. Et là, j'ai fait, Ah ben, gadon. J'ai une gadon. expérience comme ça en communauté autochtone ici au Québec, là, parce qu'ils ont beaucoup d'apparenté avec plusieurs autres endroits sur la planète. Puis, je déplorais un peu avec douceur, mais le fait que je trouvais de notre côté, pas de leur côté, mais de notre côté, que le projet, avançait pas assez vite avec la pandémie, les fermetures, les ci. Puis, elles m'ont gentiment répondu, Stéphanie, le temps passe même si tu n'es pas ici. Puis là, j'étais comme, oh, d'accord. Comme, ça continue d'avancer, Là, j'étais comme, hey, c'est tellement ça. Ça, je pourrais passer des heures à réfléchir là-dessus en me disant, c'est comme, fait qu'à quoi tu consacres ton temps réellement? Est-ce que c'est précieux? Est-ce, comme on en a, c'est la denrée la plus rare qu'on n'est pas capable de rendre exponentielle. J'ai une amie aujourd'hui qui me disait, j'ai dit, as-tu besoin de quelque chose? Peux-tu t'aider avec quelque chose? Elle dit, es-tu capable de me rajouter un mois? Je suis comme, non, si j'étais capable, ça serait extraordinaire, mais fait, ton temps, tu l'occupes-tu à vraiment faire quelque chose qui te plaît? Puis, je vais te ramener à la même place, quand tu me dis le pourquoi, quand tu étais chez Vidéotron, c'est un peu ça, c'est est-ce que mon utilité, est-ce que ce que je fais réellement a l'impact que je souhaite? Fait qu'à ce moment-là, clairement, la réponse, ça a été non, parce que tu en es parti. Tu en es parti pour un projet quand même très cool. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu là, de comment finalement tu as dit non, c'est plus Vidéotron, puis ça va être. Ça va être la ruche, en fait. 2016, ça a été une super bonne année. Il y avait Jean-Sébastien Noël qui avait lancé la ruche en 2013 dans la région de Québec et cherchait quelqu'un, une alliée, pour un peu extendre le modèle, puis en faire des petits, pour que ça devienne, en fait, son rêve, c'était que ça devienne un outil de développement économique au service des Québécois. Donc, une plateforme technologique qui permettait, en fait, à l'entrepreneur ou à tout le monde qui veut juste entreprendre. Donc, que ce soit un projet personnel ou un projet d'entreprise ou un organisme qui a envie d'entreprendre un projet circonscrit, de venir faire campagne et que ça devienne finalement un tiers-lieu où, oui, bien sûr, les gens peuvent contribuer à coup de petites contributions à un grand projet, mais qu'on soit en mesure d'allier la communauté aussi. Donc, autant la communauté des affaires, donc des entreprises privées qui soient en mesure aussi de contribuer aux campagnes. Donc, vraiment, tu sais, un peu sous le dicton « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, l'entrepreneur s'aide, dans le fond, il décide de se mobiliser, de prendre action, de vraiment de jouer le tout pour le tout
d'embarquer dans sa campagne. Et s'il atteint son objectif, ben c'est ça, des entreprises privées pouvaient embarquer là-dedans. Et bien sûr, là, il y avait nous, on avait justement ce rêve-là que le gouvernement aussi embarque là-dedans et qu'il puisse aussi faire des campagnes d'appariement. Et Jean-Sébastien était venu me voir, forte aussi de mon expérience justement de plus d'une dizaine d'années en alliance stratégique. Puis c'était en fait, toutes les étoiles étaient alignées pour que je prenne, à l'époque, c'était la direction de la Ruche Montréal, puis elle est brillamment reprise par Elsie Lefebvre, en fait, depuis 2018, qui fait une super job, puis que j'adore. Et moi, à partir de 2018, c'est là où, avec Jean-Sébastien, mais aussi avec Caroline et d'autres personnes sur place à l'époque, là, on a vraiment concentré nos activités à développer le modèle de la ruche dans d'autres régions à travers le Québec et poursuivre cette mission-là pour que justement ce rêve-là de Jean-Sébastien et des autres fondateurs qui étaient là au départ, là, donc au début du projet, puisse se concrétiser. Donc, c'est vraiment ces 6 belles années extraordinaires à faire plein de belles choses, à créer des beaux impacts, à soutenir des entrepreneurs d'ici, puis à faire les choses différemment. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très cool. Puis, tu sais, La Ruche, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir. C'est une plateforme de financement participatif. Là, donc, vous pouvez supporter des projets dont vous ne connaissez pas les personnes derrière. Vous avez des descriptifs des projets, c'est très cool. Moi, j'aime bien aller visiter de temps en temps. Puis, je trouve que les projets qu'on supporte sont vraiment, vraiment le fun. Puis, c'est le fun de suivre. Tu sais, moi, il y en a un que j'ai supporté il y a 2 ou 3 ans. Puis là, j'ai reçu mon produit il y a quelques semaines, puis j'étais comme, wow, tu sais, comme petit investissement va loin, là, tu sais, c'est très cool, là. Écoute, juste pour donner quand même, pour assurer les gens, normalement, ça ne prend pas 2 ans avant de recevoir son truc. Non, c'est ça, non. Mais normalement, c'est plus court que ça. Ça peut vous rassurer dans vos contributions. On parle normalement, on incite les gens, en fait, j'incitais les gens normalement que ce soit plus dans un laps de temps de 6 mois. Oui. Mais ça reste que c'est vraiment super quand même. Je suis sûre que l'entrepreneur derrière a toutes sortes de bonnes raisons. Puis souvent, puis il y a une pandémie entre ça, là, tu sais, c'était de la création de produits écologiques, fait local, avec pas d'approvisionnement, tu sais, comme... C'était écœurant, mais c'est le fun de pouvoir contribuer à notre façon à des projets que l'on se dit, hey, c'est le fun, ça va marcher, puis tout ça, là. Fait que c'était très cool. Puis là, dans le fond, tu fais plusieurs années à la ruche, ça devient globalement pas mal ce que vous voulez. 2021. Oui, 2021, grosse année. On est vraiment dans on est encore dans le cœur de la pandémie, vraiment dans le cœur de la pandémie. La ruche est en pleine croissance, donc on a vraiment atteint notre objectif que ça devienne un outil de développement économique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, toutes les campagnes d'achat local un peu partout pour inciter les gens justement à consommer local, encourager leurs commerces locaux. Et parallèlement à ça, moi, dans ma vie personnelle, je commence à trouver le temps long d'être vraiment tout seul chez nous par cette belle pandémie au mois de septembre, octobre, novembre, cet automne-là. Et je me dis, mais quelle bonne idée pour passer à travers toute ma to-do list personnelle. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire la tournée de mes spécialistes. Donc, dentiste, tout ce qu'on se dit, on va le faire quand on va avoir le temps, puis tout ça. Puis, c'était à l'époque les seuls humains qu'on pouvait voir aussi parce qu'on était quand même dans un reconfinement et tout ça, juste pour se remettre dans le contexte. Et c'est là où est-ce que moi, j'avais aucun antécédent familial, aucun symptôme, absolument rien. Et grâce à la proactivité d'une médecin, tout simplement, qui m'a prescrit d'aller faire un test de dépistage, donc mammographie et échographie, on a découvert un cancer du sein super agressif qui était caché dans mon sein droit, sans aucun symptôme. Donc ça a été comme dans ma vie, une espèce de gros mur que j'ai frappé au mois vraiment de novembre 2021. 2020, pardon. On a dit 2021, mais c'est 2020. Oui, où ça a été vraiment quand même quelque chose. Puis le diagnostic est officiellement tombé le 4 décembre 2020. Ouais. Donc ça a été quelque chose. Une grosse vague. Bon, naturellement, on comprend bien qu'il y a comme la vague de l'annonce, la situation, le fait que tu es jeune, tu as 39 ans à ce moment-là, c'est ça?
J'avais 38, oui, j'avais Ouais. 38, fait que je n'étais même pas dans les statistiques, tu sais, Exact. en fait, dans le portrait type qu'on s'en fait. Par contre, je suis clairement dans les statistiques parce que c'est un cancer ou en fait, le cancer peut frapper à tous âges, là, aussi, Mm. là. Donc, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est à l'abri, en fait, au contraire. Donc, ça, c'est un premier message. C'est sûr qu'au Québec, le dépistage systématique commence à 50 ans, mais ailleurs, comme aux États-Unis ou en Colombie-Britannique, ça commence à partir de 40 ans. Donc, Ouais. je vous invite vraiment à être vigilant, mais aussi Oui. vigilant sur les autres types de cancers et moindrement vous avez un doute ou même ne serait-ce que juste être proactif puis demander des dépistages, ben go, go, go. Mais Vraiment. tu vois, nous, on est amis, là, puis ça fait Oui, quelques fois que je t'entends parler de tout ça. Puis bon, on va en parler dans 2 secondes, mais j'étais au oui, lancement du livre et tout ça. Puis moi, j'ai 40, oui, puis j'avais comme un petit tiraillement dans un sein. Puis moi, ma mère, elle a eu un cancer du sein alors qu'elle avait 64 ans. quand Fait même. que là, mon médecin, il m'avait comme dit, ouais, pas nécessaire avant 50. Puis tu vois, quand je suis allée le voir cette année, j'ai insisté en lui disant, tu sais, j'ai quand même quelques amis autour de moi qui ont eu un cancer du sein, dont toi. Puis Oui. je suis comme, ça me fatigue un peu. Puis finalement, à force de discuter, tu sais, il a accepté de me faire une mammo. Finalement, tout est revenu, tout était beau. Puis c'est parfait parce que c'est apaisant. Mais si Oui. tu n'avais pas été dans ma vie, si ne pas Mhm. avoir su, ne pas avoir entendu l'histoire et le fait que justement, tu sais, on peut insister sur ce que nous, on a besoin pour nous rassurer. Ben, j'aurais peut-être fait comme, ah, OK, tu dis pas avant 50 vu que ma mère avait plus de 60, ben pas de problème. Mais là, tu sais, il a rechecké, puis il était comme, ah, puis finalement, j'étais bien contente d'y aller, puis d'avoir naturellement de bonnes nouvelles. Mais ne pas avoir eu de bonnes nouvelles, j'aurais aussi été contente de le savoir parce que je me serais entêtée tu sais, comme de le vérifier, là. Ah, Fait que, mais c'est sûr. Puis moi, je reçois, en fait, parce que j'ai gardé l'histoire, en fait, pour moi, vraiment, tout simplement, pas caché, j'aime pas dire le mot caché, mais j'ai conservé cette intimité-là pendant 11 mois, donc je ne l'ai pas rendu public. Mais lorsque je l'ai rendu public et que j'ai commencé justement à parler de mon histoire, bien, je reçois régulièrement plein de témoignages. Bien, c'est surtout des femmes, en fait, qui ont oui, insisté et qui, malheureusement, il y en a quelques-unes qui ont eu un ben oui, diagnostic qui ils ont était trouvé quelque positif. chose, Oui, ben oui, exactement. Donc, moi, je vous dis vraiment, tu sais, si mon histoire peut faire œuvre utile, ne serait-ce que exact. pour ce volet-là, ben, je vais être heureuse. Tout à fait. Puis, œuvre utile, là, tu sais, moi, je te connais, là, tu as une Oui, salle drive, tu sais, là, nos auditeurs vont le réaliser s'ils ne l'ont pas déjà fait avec tout ce que tu as accompli puis ce que tu fais, mais fait que là, on prend ce oui, cancer-là, on se dit, c'est pas vrai que ça va être ça mon histoire. non, Là, tu deviens le leader de ta guérison, puis je oui. vais te laisser nous en parler naturellement. Et de nouveau, cette aventure-là, on va dire ça comme Oui, moi, ça j'adore dire que devient c'est une un livre aventure. Oui, ben, en fait, extraordinaire auquel j'ai eu la ouais, chance de voir, tu sais, comme oui, jour dans les derniers mois. Là. Parle-nous un peu de ça. Comment on passe oui, d'un 4 décembre, on a un diagnostic à, mettons, 2 ans plus tard, on sort un livre, oui. on est en rémission. Tu sais, comme, parle-moi de ça, s'il te plaît. Bien, le 4 décembre, là, c'est sûr que je ne peux pas dire que j'avais une cape de superwoman, là. J'étais vraiment pétrifiée, j'étais paralysée, j'étais sur le choc. Je veux dire, je ne m'y attendais pas, là. Moi, je suis rentrée dans la salle comme une femme en pleine santé, puis je suis repartie comme quelqu'un qui avait une maladie grave pour laquelle sa vie était menacée, là. Puis, veux pas, je veux dire, dans mon corps, je me sentais pareil, j'avais rien qui avait changé, je veux dire, Hum, tout était pareil. Fait que c'est ouais, sûr que le cerveau a eu quand même un certain délai à accepter le ouais, tout. tout à fait. Mais la façon que je me suis repris, ça a été vraiment dans l'action. Fait que premièrement, je me suis auto-déclarée PDG de ma santé. Parce que je me suis dit, mais comment moi, au cours de ces presque 20 dernières années-là, j'ai pu réussir dans le milieu des affaires, réussir dans tous les milieux dans lesquels Hum, finalement je me suis mis le nez, parce que j'ai bien sûr su m'entourer des bonnes personnes, puis c'est pas vrai que moi j'ai une expertise dans tout. Donc, j'ai commencé à fouiller, tu sais, à reprendre des réflexes justement de curiosité, de se dire, mais qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi? Tu sais, comment ils traitent ça ailleurs dans le monde? Euh, comment, hum. comment on est capable de passer à travers justement un diagnostic comme ça avec plus de douceur, de bonheur puis de vitalité? Fait que c'est sur cette prémisse-là que j'ai commencé justement à faire ce que j'appelle mon doctorat
doctorat honorifique en oncologie. Je le dis à la blague, là, mais c'est comme ça que j'ai commencé à fouiller, à fouiller, à fouiller, à fouiller. Puis chaque fois que je trouvais une discipline ou une spécialité ou quelque chose qui attirait mon attention, bien, je me donnais comme défi de trouver la meilleure personne, qu'elle soit au Québec ou ailleurs, qui pourrait peut-être soit me renseigner ou même intervenir puis m'outiller. Puis c'est comme ça que j'ai bâti ce que j'appelle, aussi à la blague, mon conseil d'administration puis mon comité aviseur. Donc, c'est tous ces gens-là, justement, qui sont experts dans leur discipline. Fait que là, je pense justement à un nutritionniste, une naturopathe, un acupuncteur, mais ça peut être aussi, les médecins font partie aussi de cette équipe-là. Donc, je me suis vraiment bâti cette équipe qui était vraiment complémentaire et tout en complémentarité pour être en mesure de passer à travers ça. Donc, j'ai commencé à, bien sûr, mes traitements actifs, mais toujours avec cette espèce de réflexe-là, puis de mentalité de me dire, bien, je ne suis pas tout seul. Puis j'avais vraiment des ressources pour m'aider à passer à travers ça de façon complémentaire. Et bien sûr, là, j'ai passé à travers toute cette belle aventure-là, donc la chimiothérapie, la radiothérapie, puis les 2 opérations. Mais ce qui me faisait le plus peur là-dedans, lorsqu'on m'a donné mon diagnostic, c'était vraiment noir sur blanc, là. La première question que j'ai posée, c'était: est-ce que je vais perdre mes cheveux avec la chimiothérapie? Quand elle a nommé le mot chimiothérapie, j'étais vraiment pétrifiée par rapport à ça. Parce que je savais que j'étais capable de trouver toutes sortes de manières de pallier à la perte d'énergie, à toutes sortes d'autres symptômes. Mais les cheveux, je veux dire, c'était une partie de moi que je n'étais pas prête à me départir de ça. C'est quand même assez stigmatisant. Là. C'est tellement stigmatisant. Puis moi, je n'étais pas prête à le dire publiquement non plus que j'avais ce diagnostic-là. Je voulais garder cette intimité-là. Puis je voulais aussi préserver aussi mes enfants du choc parce que j'ai 2 enfants qui sont jeunes, qui avaient, maintenant, ils ont 7 et 10 ans. Donc, à l'époque, ils étaient encore plus jeunes. Donc, ça fait 2 ans. Et je ne voulais pas, quand j'allais chercher mes enfants à l'école, qu'ils se fassent dire: ah, c'est ta maman, là, le cancer, puis tout ça. Ce n'était pas quelque chose que j'avais nécessairement. En fait, j'avais envie de les préserver de ça. Et c'est en faisant justement toutes ces recherches-là que je me suis rendu compte qu'il y avait une technique qui existait, qui existe en fait depuis près de 30 ans en Europe et qui est utilisée en Europe, mais ailleurs dans le monde aussi, là, aux États-Unis, tout ça, et qui permet en fait par un principe simple de vasoconstruction, donc le froid qui refroidit les follicules et qui empêche les agents chimiothérapeutiques de toucher aux follicules, dans le fond, permet de façon très simple de conserver ses cheveux. Puis là, je me suis dit, ça se peut pas. Et c'est là que je me suis mis à faire ces recherches-là, puis à trouver même quelqu'un qui l'avait fait avant moi, Sophie, qui a parti la fondation, en fait, l'organisme Garde tes cheveux. Puis, j'ai pris contact avec elle, elle m'a mentorée, donc elle a fait partie justement de ce conseil d'administration aussi. Donc, elle m'a, je dirais même plus même de mon comité aviseur, parce que mon comité aviseur, c'est souvent des femmes qui avaient passé par ce même processus que moi. Puis même, en fait, un homme aussi, David, qui était mon frère de cancer aussi, qui faisait partie de ce comité-là, que j'appelle mon comité aviseur et tout ça. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis beaucoup rattachée à cette histoire-là parce que ça m'a permis de garder un certain contrôle parce que justement, tu l'as dit d'entrée de jeu, tu perds ton contrôle quand tu as un diagnostic comme ça. Et ça m'a permis aussi de garder mon histoire un petit peu plus pour moi. Et donc, pendant cette période-là où j'ai gardé cette histoire pour moi, je me suis quand même donné ce luxe d'écouter. Donc, j'écoutais beaucoup ce qui se disait sur les réseaux sociaux, dans les groupes de discussion. Quand je parlais avec des frères et des sœurs de cancer, je leur posais la question, en fait, quels étaient leurs enjeux, quelles étaient leurs problématiques, puis comment ils ont remédié à ça. Et je leur demandais quelles étaient aussi leurs ressources. Et j'allais vers ces ressources-là. Je passais du temps à interviewer. J'arrivais avec ma liste de questions en plus finir pour interviewer justement ces ressources-là. Et je me suis mis vraiment beaucoup à documenter. Énormément. Puis là, je me suis dit, mais je ne peux pas, après 1 an, dans le fond, de recherche pour mes propres besoins, donc qui coïncident pas mal avec vraiment mes traitements plus actifs, je me dis, je ne peux pas garder toute cette information pour moi non plus. Et c'est là où j'ai commencé, vu que j'étais déjà forte de mon premier livre, j'ai repris le même principe. Donc, vraiment, le livre qui s'appelle Un cancer en cadeau, pour ceux qui regardent, il est là. Un cancer en cadeau. Le sous-titre, c'est Apprendre, comprendre et s'outiller pour agir. Puis je trouve que le sous-titre est important parce que apprendre, c'est qu'on apprend, dans le fond, en première partie de mon histoire. Donc, c'est vraiment, ça se lit comme un roman, là. C'est vraiment de mon diagnostic jusqu'à la fin de mes traitements actifs. Vous rentrez dans ma tête. Donc, ça permet vraiment aux gens de se sentir comme moi, j'ai pu me sentir. Et comme je le dis en entrée de jeu, chaque histoire est unique et ceci est la mienne. Donc, c'est vraiment,
c'est pas parce que moi, je l'ai vécu comme ça que vous allez le vivre comme ça ou qu'un proche va le vivre comme ça du tout. C'est vraiment, ce n'est que mon histoire écrite au jeu, mais en toute transparence et en toute vulnérabilité, elle est là. Donc, on apprend. La deuxième partie, je me suis dit, ben, est-ce que je peux rendre accessible ce conseil d'administration-là, en guillemets? Donc, j'ai été chercher les plus grands médecins et spécialistes du Québec, entre autres, et j'en ai rassemblé plus de 107, incluant des chercheurs aussi. Oui. C'est vraiment, c'est tout un travail, je vous le dis. Et donc, il y a vraiment une section sur comprendre la chimiothérapie, comprendre la radiothérapie, etc., mais aussi des chapitres qui nous mettent en fait en lumière des médecins qui pensent autrement aussi, des cliniciens qui pensent autrement, des pistes aussi de réflexion vers le futur. Je pense aussi à tout le chapitre sur le partenariat patient aussi qui est fait avec la chaire de recherche en innovation patient, en partenariat patient, de l'Université de Montréal avec la professeure Marie-Pascale Pommier qui est extraordinaire, que je mets en lumière aussi. Donc, c'est vraiment toute cette partie-là qui est comprendre nous permet en fait d'avoir tous les outils, incluant une liste de questions préfaites. Donc, moi, mes listes de questions, je les ai rendues accessibles, puis je les ai même bonifiées avec des spécialistes, en fait. Donc, ça permet vraiment à quelqu'un qui a un diagnostic et quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui a un diagnostic, mais aussi à des cliniciens d'en apprendre, parce que c'est pas parce qu'on est là-dedans tous les jours qu'on a le temps de se renseigner sur qu'est-ce que les autres font ailleurs, de vraiment pouvoir avoir le plein, de reprendre son pouvoir pour être en mesure de prendre part à l'action et de parler d'égal à égal avec son personnel soignant. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Je parlais avec une radio-oncologue de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui me disait qu'elle était capable de savoir quelles étaient ses patientes, parce que c'est des femmes, en fait, elle est en cancer gynécologique et du sein, qui ont lu le livre parce que leur taux d'anxiété est beaucoup plus bas suite à la lecture du livre et les questions sont plus précises. Et ça me fait vraiment plaisir. Beaucoup, beaucoup plaisir. Puis la section 3 du livre, c'est un peu, encore là, on a parlé en entrée de jeu, cette curiosité-là, cette ouverture sur le monde, cette façon de se dire que notre façon de faire n'est pas unique. Bien, j'ai été chercher encore là, plein de spécialistes qui sont venus mettre en lumière certaines techniques qui contribuent au bonheur, au bien-être ou à la vitalité en complément des traitements conventionnels. Donc, j'insiste là-dessus, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Oui. Donc, j'ai été chercher ça. Mais il y a aussi plein de petits chapitres qui portent que sur des questions qu'on n'ose pas poser ou qu'on n'a pas le temps de poser dans le cabinet du médecin aussi, qui sont super pertinents, puis on a besoin de savoir. Fait que tout est là. Fait que c'est l'outil le plus complet pour s'outiller puis prendre part à l'action. Ben, il est extraordinaire. 2, tu disais aussi, là, dans certains cas, là, les médecins, par rapport à ta section 3, là, qui est parfois même plus ésotérique dans certains cas, là, plus médecine naturelle et tout ça, ils disaient, peu importe ce que vous faites, Mme Reyes, continuez, ça fonctionne. En fait, il ne voulait pas savoir ce que je faisais, mais il me disait, non, écoute, moi, je ne veux pas en savoir plus, mais c'est ça. Mais je trouve ça intéressant parce que, oui, c'est sûr qu'il y a des choses, puis on s'entend que ce n'est pas tous les chapitres, absolument pas, mais il y en a quelques-uns qui peuvent tomber un petit peu plus dans ce qu'on pourrait considérer l'ésotérisme, mais de l'autre côté, ça l'est pas. Je ne voulais pas qu'on embarque là-dedans parce que prenons par exemple le Reiki, qui est une médecine énergétique. Ça fait partie des choses que quelqu'un qui ne connaît pas pourrait faire comme « Ah, ben voyons, c'est donc bien bizarre cette affaire-là. » Ben, le Reiki, c'est présent dans plus de 1000 hôpitaux américains. Donc, dans certains hôpitaux, puis là, on parle pas des hôpitaux de Cambrousse, là, on parle de centres universitaires, OK, aux États-Unis. On s'entend que les Asiatiques ont... C'est comme une santé globale bien meilleure que la grande majorité des gens sur cette planète et fonctionnent en médecine énergétique depuis des millénaires. Fait que là où les gens trouvent que c'est ésotérique, moi, je pense que c'est de la science, puis les neurosciences sont actuellement en train de démontrer l'efficacité de ces choses-là. Mais quand j'utilise ésotérique, pour moi, c'était un cadeau. Tu sais, il y a tellement trop souvent de gens qui se retrouvent pas. Tu sais, des gens qui ont une belle spiritualité ou qui ont un côté qu'on peut dire ésotérique, puis qui tombent sur des livres de médecine traditionnelle et ne se retrouvent pas dans juste ça. Puis il y en a d'autres qui, à l'inverse, sont peut-être juste dans l'ésotérisme, tu sais, puis c'est extraordinaire qu'à la même place, il y ait la même, tu sais, tout
toutes ces possibilités-là. Fait que les patientes qui lisent ton livre peuvent se dire, ah, j'aurais jamais pensé explorer ça, mais regarde, c'est une opportunité. Ou à la limite se dire, mon Dieu, mais non, moi, je vais rester sur la médecine conventionnelle parce que puis se sentir mal. Fait que moi, je trouvais Oui, ça extraordinaire, le ballon entre les deux. Puis ça donne le pouvoir à la personne de choisir réellement de quoi va être fait sa guérison. bien, tout à fait. Puis, tu sais, comme je le dis, moi, il n'y a rien là-dedans qui guérit dans ces pages-là, tu sais. Mais il y a tout là-dedans pour répondre à vos questions de Hey, c'est quoi ça? Hey, c'est quoi ça? J'ai entendu parler que est-ce que ça fait? Et chaque élément aussi est bien décrit, en tout cas, du moins, je le souhaite, et est bien documenté aussi. Mm. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis oui, on parle de choses, enfin, pas juste des médecines énergétiques, il y a clairement beaucoup d'autres choses, là, beaucoup de Clairement. thérapies, en fait, qui sont implantées en première ligne dans des hôpitaux en Europe, puis que nous, ici, on ne connaît même pas, tu sais, c'est quoi. Donc, c'est pour ça que l'objectif et le dernier point, le dernier point du livre de la section 3 s'appelle Être curieux. Donc, c'est vraiment ça, c'est de se dire, moi-même, je n'ai pas essayé toutes ces 100 techniques-là, là, ou en fait, ces 100 sujets-là, je ne les ai pas toutes essayées non plus, mais j'ai vraiment été investiguée. Puis après ça, c'est juste de savoir, hey, savez-vous quoi? Ça existe. Et voici les statistiques, ou du moins les recherches qui sont derrière, et voici où c'est implanté. Et qu'est-ce que ça mange en hiver, en gros, là? C'est vraiment ça. Exact. Puis après ça, c'est à nous de voir, est-ce que ça résonne, tu sais? Puis si oui, bien, je donne des pistes pour explorer le tout via des ressources aussi qui sont fiables et recommandées. Donc, pour ne pas non plus tomber sur n'importe qui non plus. Non, c'est ça. Il faut rester critique, là, puis faire Oui, attention de part et d'autre. Puis vous avez le droit, puis tu le dis dans le livre, là, oui, vous avez le droit de demander des seconds avis, vous avez le droit toujours. de poser des questions, vous avez le droit, on a des fois, là, je parle à tellement de gens, des fois, qui sont comme, médecin égale Dieu, là, c'est faux, comme il faut être critique, il faut poser des questions. Naturellement, il est le spécialiste mais c'est La pas parce santé, qu'il est le oui. spécialiste qu'il est le seul. Si vous avez des doutes et votre ressenti, moi, je fais souvent des parallèles avec, mettons, la maternité, là. Des fois, on est comme, on a l'impression que pour nos enfants, il y a quelque chose de mieux, puis les gens nous disent, non, tu devrais faire ça, on en parlait pour le voyage, tu devrais faire ça ou pas faire ça. Ouais. Comme pour votre santé, c'est la même affaire. Posez des questions, faites des choix, remettez en question, Oui. soyez ouverts, tout à fait, là. Moi, Puis je je pense dis, aussi que ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que tu as fait, au-delà de pour les patients et, mettons, les accompagnants, tu as réussi là où ce n'est pas toujours aisé de faire collaborer de nombreux spécialistes et de les voir eux aussi s'ouvrir à, c'est comme plus que ce qu'eux font. Fait que, tranquillement, on amène aussi cette médecine conventionnelle à devenir un peu plus intégrative parce que, comme pour les pays dont on parlait tout à l'heure, notre spécialité teinte notre vision de quelque chose et donc, vous n'avez pas personne, nous y compris, la science infuse sur quoi que ce soit. Donc, d'être curieux de ce que les autres peuvent amener, à un moment donné, on va devenir beaucoup plus fort si on est ensemble et que chacun met ses forces à profit que si on continue à fonctionner en silo dans certains cas puis qu'on passe à côté de certaines choses. Là. Fait que moi, j'y vois plein bien, de choses tellement. extraordinaires. Puis moi, une des grandes fiertés était là. Physiquement, mon lancement a lieu au CHUM. Puis pour moi, c'était important, en fait, de le faire au CHUM, justement, pour capitaliser sur ce positionnement où est-ce que j'assume, je crois, énormément en la science et à la médecine conventionnelle. Exact. Puis c'est super important pour moi de créer des ponts et il n'y a rien qui m'a fait le plus plaisir de voir mon oncologue que j'adore et que je respecte énormément avoir une super conversation avec une zoothérapeute puis avec un praticien en acupression. C'est ça que ça m'a fait, c'est ça que je veux. Je veux qu'on crée des liens, je veux qu'on crée des ponts pour qu'ensemble, on puisse innover, puis je suis convaincue que l'innovation d'aujourd'hui va être le commun de demain. C'est juste qu'on n'est comme pas encore rendu là au Québec. C'est juste qu'au Québec, on n'est pas là, mais c'est super intéressant de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis je souhaite de tout cœur
que cet ouvrage-là, puis en fait, je le vois déjà là, après, ça fait 2 mois, en fait, maintenant qu'il est sorti, puis par rapport à, ça va vite, par rapport à la rétroaction, ben je pense que, en tout cas, du moins, il fait œuvre utile et c'est un outil. Et là, ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est outre la rétroaction des cliniciens dans les hôpitaux, maintenant, il y a des organismes, mais aussi des hôpitaux qui achètent le livre pour être en mesure de mieux sensibiliser leurs cliniciens de première ligne à la réalité, puis à essayer de leur ouvrir aussi sur d'autres choses. Donc ça me fait beaucoup plaisir. Moi, j'aimais le souhait à haute voix que ton livre soit donné à chaque personne qui a un diagnostic de cancer comme le mieux vivre quand on donne naissance. Bien, moi, c'était ça ma prémisse. Puis c'est super. J'invite les gens à aller voir ma publication que j'ai faite sur mon LinkedIn. Donc, le LinkedIn Sophie Rest, c'est exactement mot pour mot. Puis je trouve ça génial que tu en parles. C'est ça ma motivation. Le 4 décembre 2020, lorsqu'on m'a donné ce diagnostic de cancer-là, je suis repartie bredouille avec quelques petits dépliants, dépareillés, absolument rien. La moitié de ta tête qui n'était pas là. Qui n'était pas là. Moi, j'ai la chance, j'ai eu à peu près comme un 45 minutes avec la médecin. Puis normalement, au Québec, ça peut être de 5 minutes à une demi-heure là, qu'on a lorsqu'on se fait annoncer un diagnostic. Là. C'est fou, hein? Et lorsque je suis tombée enceinte de ma fille en 2012, on m'a donné un mieux vivre. Moi, ma vie n'était pas en danger et j'avais 9 mois pour me préparer. Puis on m'a donné un mieux vivre, un guide complet. Oui. Donc là, moi, je cherchais mon mieux vivre là, quand j'ai eu mon diagnostic. Puis je me dis, bien voyons, ça se peut pas qu'au Québec, on n'ait pas de mieux vivre, en fait, son cancer, du diagnostic à l'après-cancer. Comment ça se fait que ça n'existe pas? Il existe maintenant car j'ai comme fait aller mon côté très entrepreneur de moi-même qui aime entreprendre et voir. En fait, ça a été Tu sais, j'adore parce qu'on a parlé d'entrée de jeu du parallèle avec le voyage en famille. Tu sais, j'ai identifié un besoin, j'ai initié la solution, puis j'ai rassemblé justement des gens pour arriver à créer finalement cet outil-là qui est au service de la collectivité maintenant. Fait que c'est exactement la même mécanique que j'ai repris avec ce livre-là. Donc, j'ai vécu, j'ai compris, j'ai appris, et là, j'ai consolidé et je transmets. Fait que c'est vraiment ça. Mais oui! Ben écoute, ma belle amie, on va finir là-dessus. Gâtée, pourrie que tu sois venue. J'adore discuter avec toi. C'est sûr que je vais te réinviter pour que tu reviennes. Ben là, je vais avoir plein de choses à dire. Tellement. Pour vous, messieurs, dames qui nous écoutez, je vais mettre, comme à l'habitude, les liens pour suivre Sophie dans Bébé Jetlag ou dans Un cancer en cadeau. Sur LinkedIn, elle l'a dit, Sophie Rest. Je vais aussi mettre les liens parce que Sophie donne maintenant des conférences, mais sur plein de thématiques. C'est super important pour que vous puissiez la contacter si vous souhaitez la recevoir dans vos organisations, dans vos équipes, sur des conférences. Non, puis elle est fun. Il n'y a rien qui est triste. C'est vraiment rien qui est triste. C'est vraiment comment on est capable ensemble de trouver des outils pour transformer justement l'adversité. Donc, peu importe les situations, en opportunités. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de la rencontre. Tout à fait. Puis donc, on ne parle pas forcément de cancer. Là, non, pas dans du les tout. équipes de travail, sur des conférences, sur comme des événements. Ça vous amène à réfléchir ailleurs. Là. Fait que je vais mettre tous ces liens-là. Merci pour ton temps, ma belle amie. C'était vraiment le fun. Ben oui, on s'en reprendra, c'est sûr. C'est sûr. Merci pour tout, puis merci de votre écoute, puis de votre visionnement si vous nous voyez en personne. Oui. Merci, à bientôt tout le monde. Ciao! Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.